Ce fonctionnaire de la DGESCO, principale administration du ministère, m'a dit ceci. Si on n'accueillait pas une immigration à ce point massive et subie en France, on aurait le niveau éducatif du Danemark et de Taïwan. Tout le monde en a conscience au ministère, mais personne ne le dira publiquement. Et ce fonctionnaire avait tellement raison que la seule personne qui s'est risquée à parler de ce sujet publiquement, c'était la rectrice d'Orléans en 2011. Et elle avait immédiatement corrigé ses propos dans la foulée du fait des pressions qu'elle avait subies. L'immigration dans sa forme actuelle exacerbe toutes les difficultés de notre école. Tel est le constat d'un rapport publié fin novembre par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui dresse toutes les conséquences de l'immigration incontrôlée sur le système éducatif français. Au total, près de 50% des élèves issus de l'immigration n'ont pas le français pour langue usuelle à la maison, soit plus 10 points depuis 2012. Pourquoi est-ce un sujet si tabou ? À l'origine de cette note, il y a un constat qui est que l'emballement quantitatif de l'immigration en France change le visage de notre école. 41,6% des enfants de moins de 4 ans sont immigrés ou d'origine immigrée. Un élève de CM1 sur 5 ne parle pas aujourd'hui majoritairement français à la maison. C'est un sujet tabou pour deux raisons, je crois. Tout d'abord, du fait de l'idéologie qui domine à tous les échelons du ministère. Une idéologie qui correspond peu ou prou à la thèse de Bernard Stasi en 1985, qui est de dire que l'immigration est une chance pour la France, peu importe son ampleur quantitative et peu importe sa composition. Et à ces blocages idéologiques s'ajoutent d'autres blocages d'un ordre davantage moral, c'est-à-dire qu'on fait primer le qu'en dira-t-on sur la vérité en elle-même. Deuxièmement, l'immigration n'est pas à l'origine de l'effondrement de l'école, mais elle aggrave un certain nombre de difficultés qu'on vit au quotidien, notamment parce qu'elle renforce l'hétérogénéité des classes, mais aussi parce qu'elle peut troubler le climat disciplinaire, notamment lorsque les parents sont démissionnaires ou tiennent un discours qui est contraire à ce que l'école de la République enseigne. J'ai reçu de très nombreux témoignages d'enseignants qui m'ont remercié d'avoir libéré une autre parole sur le sujet. Et ils m'ont dit, maintenant, plus personne au sommet du ministère ne pourra continuer à se défausser, plus personne ne pourra dire « nous n'avions pas été prévenus ». L'Observatoire rappelle que 17,6% des étrangers en France ont moins de 15 ans, soit plus d'1 million de personnes. Toute la France est-elle concernée de la même manière ? Dans ma note, je distingue à chaque fois les élèves, dans les élèves issus de l'immigration, les élèves immigrés eux-mêmes et les élèves descendants d'immigrés. Certains territoires sont en première ligne face à l'impact de l'immigration sur le système éducatif. Je pense par exemple aux académies d'Aix-Marseille, aux académies de Versailles, de Créteil, à la Guyane, à Mayotte, où la moitié de la population est immigrée, et vous avez des établissements qui sont totalement saturés. Je pense au lycée de Cahagny qui est conçu pour accueillir 1100 personnes et qui en accueille aujourd'hui 2400. 73% des pays évalués au sein de l'enquête PISA voient leur niveau éducatif moyen diminuer du fait de la surreprésentation d'élèves issus de l'immigration. Ce phénomène est encore plus fort en France, où lorsque vous êtes enfant d'immigrés ou immigrés, vous avez en moyenne 2,4 fois plus de chances d'être en difficulté en mathématiques selon PISA, ce qui représente jusqu'à 1 an et demi de retard scolaire. Ça ne veut pas dire que cet impact global de l'immigration empêche qu'il y ait tout un tas de jeunes issus de l'immigration, enfants d'immigrés, immigrés eux-mêmes, qui se battent, qui réussissent scolairement. D'ailleurs, je rappelle dans l'étude qu'il y a 13% des enfants de l'immigration qui figurent dans le premier quart des résultats en lecture selon PISA. Un chiffre éloquent concerne les élèves allophones. 31% d'entre eux accusent un retard scolaire, jusqu'à 53% au collège. Qui sont-ils et pourquoi leur proportion a-t-elle augmenté de 153% en 15 ans ? Les élèves allophones nouvellement arrivés, ce sont des élèves issus de l'immigration dont le français n'est pas la langue maternelle, même si, encore une fois, certains se battent et réussissent, rencontrent pour l'essentiel d'entre eux des difficultés d'intégration supérieures aux autres élèves, notamment puisque vous avez un élève allophone sur 5 qui n'était pas scolarisé du tout dans le pays d'origine. Les élèves allophones sont insuffisamment nombreux pour baisser à eux seuls le niveau éducatif moyen de la France. Encore une fois, on parle de 88 000 élèves sur un total de 12 millions. Maintenant, ce qu'il faut bien voir à l'esprit, c'est que la surconcentration d'élèves allophones dans un certain nombre d'établissements crée des difficultés pour les professeurs, du fait de la distance culturelle, mais aussi du fait que la surconcentration renforce le phénomène de l'hétérogénéité des classes, qui pousse à aligner le niveau d'exigence bien souvent sur le niveau des plus faibles pour ne perdre personne au détriment de l'ensemble des élèves de la classe. Environ un tiers des enfants d'origine turque, des garçons d'origine maghrébine et des filles originaires d'Afrique subsaharienne ont déjà redoublé en école primaire, contre 11% des filles et 16% des garçons français sans ascendance migratoire. Vous semblez faire une distinction entre plusieurs types d'immigration. Quels sont ces modèles qui s'opposent ?
Il n'existe pas une, mais des immigrations aux trajectoires scolaires variées, parfois très surprenantes. Je pense par exemple aux enfants de l'immigration d'Asie du Sud-Est qui connaissent une vraie surréussite scolaire, avec plus de 40% d'entre eux qui ont au moins un bac plus 2, une statistique largement supérieure aux Français d'ascendance française. Je rappelle dans ma note que les descendants d'immigrés du Maghreb et que les descendants d'Afrique sahélienne qui n'ont aucun diplôme ou qui ont un simple équivalent brevet des collèges représentent une proportion 2 fois supérieure à la proportion des Français sans origine migratoire. À ce taux de diplôme moindre s'ajoute une surreprésentation des enfants issus de l'immigration dans le taux de redoublement. Par exemple, si vous êtes une fille originaire d'Afrique subsaharienne en France, vous avez en moyenne 3 fois plus de chances de redoubler en primaire qu'une fille française d'ascendance française. Dès lors, peut-on affirmer que l'immigration a un coût économique pour la nation? Un coût d'abord pour la croissance, 25 points PISA en plus à l'horizon 2100, ça représente 30% de PIB supplémentaire. L'enveloppe budgétaire pour les dispositifs d'accueil des allophones s'élève à 180 millions d'euros par an. À titre de comparaison, 180 millions d'euros par an, c'est ce qui permettrait de rémunérer 4000 professeurs supplémentaires, soit le nombre de professeurs qu'on prévoit de supprimer dans le PLF 2026. Il y a un coût pour les finances publiques à court terme. Dans l'école française, on compte 75 000 décrocheurs qui quittent chaque année le système éducatif sans le moindre diplôme, avec un coût pour la société évalué à 340 000 euros par décrocheur. S'ajoute un coût plus spécifique de l'immigration. Je pense aux 2,3 milliards d'euros qu'on met chaque année dans les politiques d'éducation prioritaire pour des résultats toujours plus mauvais, comme le montrent de nombreux rapports parlementaires et de rapports de la Cour des comptes sur le sujet. Vous mentionnez un deuxième grand axe, le climat scolaire délétère qui s'aggrave, et mentionnez que l'école deviendrait la caisse de résonance de la fragmentation du pays. Comment illustrez-vous la dégradation de cette cohésion sociale? Par exemple, sur l'impact de l'immigration sur le phénomène d'entrisme islamiste, donc avec une explosion des atteintes à la laïcité, des contestations d'enseignement et aussi des phénomènes d'autocensure, puisque 56% des professeurs, selon l'IFOP, en viennent aujourd'hui à s'autocensurer et que de plus en plus d'entre eux font cours la peur au ventre. À cet entrisme islamiste s'ajoute un problème croissant de violence scolaire, en particulier dans l'éducation prioritaire où les jeunes issus de l'immigration sont très largement surreprésentés, puisque dans l'éducation prioritaire, vous avez 21% du total des élèves, mais vous avez 47% des descendants d'immigrés du Maghreb et 61% des descendants d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne. Et donc dans cette éducation prioritaire, vous avez 69% des parents qui disent avoir été mis au courant de faits de violence dans l'établissement de leur enfant, une statistique qui n'est que de 38% hors éducation prioritaire. Je pense enfin à l'explosion de l'antisémitisme et à ces statistiques de l'IFOP, qui est que 71% des enfants d'immigrés extra-européens en France ayant été confrontés à une violence commise contre un juif parce que juifs ont approuvé cet acte de violence, contre 26% des élèves sans ascendance migratoire. Que l'école, contrairement à ce qu'enseignait une certaine mythologie républicaine, n'est aujourd'hui plus un sanctuaire. Qu'elle est de plus en plus à l'image de la société et qu'on la somme toujours plus de réparer à elle seule l'ensemble des difficultés, des fractures, des maux qui gangrènent une société de plus en plus à la dérive.